voici donc venue la première table ronde de cette journée avec cette question directe, peut-être même impertinente, diront certains. Continuum de sécurité, la réforme a-t-elle eu lieu? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Ça a pas mal bougé ces 3 dernières années, du rapport parlementaire Thourot-Fauvergue à la loi sécurité globale au printemps dernier, en passant par le livre blanc de la sécurité intérieure et en attendant la nouvelle LOPSI, troisième du nom, loi de programmation prévue dans les mois qui viennent. Alors, le sujet, il est vaste. Les attentes, elles sont nombreuses. Pour en parler, donc, il fallait les représentants de tous les acteurs du secteur. Nous avons donc les clients, pour ainsi dire, les donneurs d'ordre, avec Christian Crémel, directeur sûreté du groupe Bouygues et président de la commission sécurité privée du CDSE. Nous avons un observateur qui ne va pas seulement compter les points, puisqu'il a aussi quelques idées. C'est Guillaume Fard, tout près de Pierre de Cossette, qui est professeur à sciences politiques. Nous avons un représentant des agents de sécurité, Florent Lecoq, délégué CGT de la branche prévention sécurité. L'État, évidemment, est là, en la présence du préfet Olivier de Mazières, qui est délégué ministériel au partenariat, aux stratégies et aux innovations de sécurité au sein du ministère de l'Intérieur. Et puis, les prestataires de la sécurité privée, côté patron, cette fois représentés par Cédric Paulin, secrétaire général du GES, le groupement des entreprises de sécurité. J'ajoute que nous aurions dû avoir parmi nous le CNAPS, le régulateur de cet écosystème, en la personne de Valérie de Rohem-Azoyer, qui vous prie de l'excuser de son absence, qui ne nous empêchera pas, vous vous en doutez, de parler un peu du CNAPS, puisque sa réforme est sur la table. Alors, pour commencer cette séquence, vous avez vu qu'on aime beaucoup lancer des petites vidéos cette année. Elle est très courte. Quoi de plus logique? En tout cas, c'était une évidence d'écouter l'une des 2 députées qui est à l'origine de cette loi sécurité globale, co-rédactrice du fameux rapport de 2018 avec ses 78 propositions, Madame Alice Thourot, qui a répondu aux questions du CDSE. Petit film, est-ce que nous allons pouvoir écouter Alice Thourot? Alors, on ne peut pas écouter Alice Thourot, donc on va directement entrer dans le vif du sujet. Et on va écouter Alice Thourot. Pour revenir sur la genèse de la loi sécurité globale préservant les libertés, comme vous le savez, c'est le dépôt du rapport sur le continuum de sécurité que nous avons coécrit et co-signé avec Jean-Michel Fauvergue, qui nous avait été demandé donc par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, et qui avait donné lieu à pas mal d'échanges avec vous notamment. Le rapport a été co-construit avec vous, et à partir du rapport, on a travaillé encore, on a pu échanger encore avec vous pour co-construire le texte, cette loi sur une sécurité globale préservant les libertés, qui a été voté très largement à l'Assemblée nationale au mois de novembre 2021, qui a été voté ensuite très largement au Sénat et qui a donné lieu à une commission mixte paritaire qui a été conclusive et donc à un accord des 2 chambres sur un texte qui a été voté définitivement et promulgué au mois de mai. Pour revenir sur les grandes évolutions de la loi sécurité globale préservant les libertés, on va dire que de manière générale, c'est une loi qui a levé des verrous qui étaient juridiques pour pouvoir travailler ensemble sur les territoires. Ça a été vraiment notre objectif avec Jean-Michel Fauvergue, de pouvoir lever les verrous pour que ceux qui ont envie de travailler ensemble, de mutualiser des moyens humains, des moyens matériels, puissent le faire. Sur la sécurité, le secteur de la sécurité privée, je vais revenir rapidement sur une des grandes mesures qui a été notamment la limitation de la sous-traitance pour lutter contre la sous-traitance en cascade qui gangrène le secteur de la sécurité privée. Et ce qu'on espère maintenant, c'est que les acteurs qui sont sur le terrain et dont vous faites partie vont s'en emparer pour pouvoir travailler ensemble, coordonner aussi une action sur des bassins de vie avec les élus locaux, les responsables au niveau local de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la sécurité, mais aussi les directeurs dans les entreprises qui sont en charge de la sécurité, pour pouvoir ensemble réfléchir, coordonner et se mettre en action pour avoir une sécurité qui soit renforcée pour tous les Français un petit peu partout. C'est une question impertinente, savoir si la réforme a eu lieu. Évidemment, elle a eu lieu. Déjà, elle a eu lieu par la loi
mais aussi elle a eu lieu dans la culture, je crois, qui a évolué de collaboration, de coopération entre la sécurité publique et la sécurité privée. Moi, j'ai vu encore cette année des tables rondes qui étaient animées avec des acteurs de la sécurité publique et de la sécurité privée. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 3 ans quand on a commencé notre travail. Donc la culture a déjà changé. Ce à quoi nous avons travaillé avec Jean-Michel Fauvergue et à quoi nous continuons à travailler, c'est de pouvoir développer un climat de confiance pour travailler ensemble. Et encore une fois, maintenant, c'est à vous de jouer sur tous les territoires pour travailler ensemble avec la sécurité publique, donc la police nationale, la gendarmerie nationale, les polices municipales, les élus locaux, et puis les secteurs privés. Et je crois que c'est en travaillant tous ensemble qu'on aura des idées aussi, qu'on pourra innover, mais il faut qu'il y ait une volonté de travailler ensemble, donc à vous de jouer. Alors, une volonté de travailler ensemble, on en a la démonstration, en tout cas, puisque on a un certain nombre d'acteurs qui sont réunis autour de cette table. On va avoir le temps de revenir sur les points marquants de la loi. Mais pour reprendre la question donc impertinente de la table ronde, le continuum a-t-il eu lieu? Cédric Paulin, honneur à vous. Vous représentez avec les GES les plus grosses entreprises de sécurité privée, 200 membres. 80 000 emplois sur les quelques 180 000 agents de sécurité qui sont en activité. Pour vous, est-ce que cette réforme, elle a effectivement eu lieu? Bon, oui, ça marche. Bonjour à tout le monde. La réforme, la loi a eu lieu, la loi a été votée. De là à dire que le continuum existe, il y a quand même un grand pas. Il y a un certain nombre de mesures dans la loi qui allaient dans le bon sens. Comme la protection juridique pour les agents de sécurité privés, un certain nombre, la limitation de la sous-traitance, autant y revenir tout de suite puisque ça a été abordé. Nous, on a un problème avec la limitation de la sous-traitance à 2 rangs, puisqu'on défendait une limitation à 1 rang. Puisque limiter la sous-traitance à 2 rangs signifie qu'on se pose la question de la nécessité du 2e rang. Si un donneur d'ordre veut une prestation, s'adresse à un prestataire. Ce prestataire peut effectivement, en cas de pic d'activité, en cas de manque de compétences, s'adresser à un sous-traitant. C'est logique, ça peut être cohérent, c'est compréhensible. Pourquoi alors ce premier sous-traitant s'adresserait-il à un autre sous-traitant? Là, dans la raquette, il nous semble qu'il y a un trou. Alors, effectivement, ça limite la sous-traitance en cascade, mais le vrai problème est sur le 2e rang, en fait. Donc là, on ne le règle pas totalement. Donc vous avez évoqué un petit trou dans la raquette selon vous. Il y a aussi le sujet épineux de la garantie financière qui n'a pas été retenu. Vous le regrettez? C'est plus qu'un regret, puisque on peut estimer que le sujet n'a pas été véritablement étudié. Alors, il est passé au niveau du Sénat, il est passé en commission des lois, il a été repoussé, mais on ne peut pas estimer qu'on ait eu un véritable dialogue sur la garantie financière. On a eu beaucoup d'arguments qui s'y opposaient. On s'est battu contre ces arguments. Des arguments économiques notamment, ça allait fragiliser les entreprises Oui, on entendait beaucoup ça, fragiliser le secteur de la sécurité privée comme s'il n'était pas déjà lui-même fragile. Et ça serait quand même un comble en plus, si on compare avec les autres secteurs, que la garantie financière vienne fragiliser. Elle a toujours été là, dans les 50 et quelques secteurs qui existent, pour renforcer ces secteurs. Et de ce que je sache, les agences immobilières, les agences de voyage, etc., il y a vraiment 50. Il ne me semble pas que ces secteurs ont été fragilisés. Covid mis à part, évidemment. Mais la garantie a toujours été là pour permettre aux acteurs sains de pouvoir se développer correctement. On va continuer sur ces thématiques de la garantie financière, puisque c'est un des points bloquants et un des points qui font débat. Christian Crémel, je me tourne vers vous en tant que donneur d'ordre, que membre de la sécurité également, que la commission sécurité privée du CDSE. Vous passez les marchés. Est-ce que cette garantie financière, selon vous, elle permettrait, si j'ose dire, de trier le bon grain de livret? Vous avez peut-être touché à votre micro. Ça fonctionne? Oui. On vous entend. Alors, au sujet de la garantie financière, donc je me représente Christian Crémel, directeur sûreté du groupe Bouygues. Bonjour à tous. Au sujet de la garantie financière, nous avons porté ce sujet-là avec le CDSE également et la commission sécurité privée du CDSE.
parce que nous considérons qu'en fait, ce serait un moyen d'assainir un petit peu la profession et de limiter un petit peu la présence d'entreprises ou de micro-entreprises qui parasitent le secteur et qui fournissent des prestations qui ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux et de la qualité qui est attendue par le donneur d'ordre. Et en même temps, ça permet également de limiter, dans le même ordre d'idée, le risque lié à un travail qui serait pas illégal, mais avec des salaires qui ne seraient pas en accord avec la profession et une dégradation des qualités de travail pour les agents de sécurité qui travaillent dans ces petites entreprises. Donc, ce serait pour nous un moyen effectivement de réguler un petit peu la filière et de monter le niveau en gamme des sociétés de sécurité privée. Parce qu'au début ou à la fin de la chaîne, suivant du point de vue dans lequel on se place, il y a les hommes, il y a les agents de sécurité, les salariés de ces entreprises. Florent Lecoq, au nom de la CGT, est-ce que cette absence pour vous de garantie financière, c'est la porte ouverte, on va être un peu caricaturaux, mais aux patrons voyous? Vous voulez me faire dire qu'il y a des patrons qui ne sont pas voyous, c'est ça? C'est à vous de voir. Oui, c'est vrai que la garantie financière, nous l'avons aussi défendue, alors peut-être pas exactement pour les mêmes raisons que ce qui ont été précédemment dit, mais d'ailleurs, on pensait avoir été entendu parce qu'on avait réussi donc à convaincre les deux préfets à le mettre dans la liste des choses à modifier dans cette prévention sécurité. Ça a été mis aussi dans le livre blanc. Nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était de faire en sorte que les entreprises de sécurité qui aujourd'hui prenaient des marchés avaient les moyens de le faire. Parce que trop souvent, on a des petites entreprises, moyennes ou grandes d'ailleurs, qui prenaient certains marchés et qui ne mettaient pas les moyens nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne mise en pratique de nos métiers en place. C'est-à-dire que des fois, j'avais des écrans d'ordinateur, mais j'avais rien derrière. Des fois, j'avais des protections de travailleurs isolés, mais qui étaient reliées à rien du tout. Je ne vais pas vous faire la liste, elle est extrêmement longue. Mais ça me crée une certaine misère sociale parce que les salariés pouvaient se retrouver avec une partie de leur salaire qui n'était pas versée parce que ce n'était pas la totalité. Vous savez, il y a une partie qui est reprise, mais il y a une autre partie qui sont les primes et tout ça qui ne sont pas comptées. Et ça, elles sont perdues définitivement. Et ça, ce n'est pas dans la reprise. Parce que la reprise, on pourrait dire, ça sauve tout, mais non, ça, ce n'est pas dans la reprise. Et puis les agents de sécurité qui doivent se payer les tenues. Enfin, je ne veux pas faire le larmoyant, mais nous, cette garantie financière nous assurait au moins que l'entreprise qui prenait la prestation, financièrement, avait les moyens de la prendre en charge. Et c'est ça qu'on a été vraiment déçus de ne pas retrouver dans la loi. Et c'est ce marqueur qui n'a pas été remplacé par autre chose, en fait. Aujourd'hui, on peut toujours avoir ce genre de système. Enfin, c'est pas les mises en place, par exemple, des 5 ans pour avoir une carte professionnelle de présence sur le territoire. Ce n'est pas la sous-traitance de deuxième niveau. Sous-traiter le deuxième niveau, c'est pareil. Je pense comme M. Paulin. Nous, les vrais problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est le deuxième sous-traitant. Ça veut dire qu'une entreprise n'a pas des compétences, elle a sous-traité une fois. Ça, je l'entends. Avisons qu'on lui demande une prestation de cynophile et qu'elle ne l'a pas, elle le fait. Mais que cette entreprise de cynophile resous-traite derrière, ça ne s'entend pas, ça. Pourquoi? Quelle est la raison? Surtout que la plupart de la sous-traitance se fait sur des compétences qui sont déjà connues et maintenues par l'entreprise principale. Alors que normalement, vous sous-traitez quelque chose que vous ne savez pas faire. Donc, on se retrouve en bout de ligne avec des salariés qui, déjà, qui n'ont pas de lien direct avec le client, qui ne connaissent pas le cahier des charges du client et qui ne le respectent pas, quoi. Et quand, en plus, on est dans un système capitaliste, c'est pas moi qui vais vous le dire, mais quand une prestation elle est à 19 €, qu'elle est sous-traitée une fois à 17, et puis qu'à la fin elle est à 12, eh ben celui qui a payé 19, il a une prestation de 12, quoi. Donc dans tous les sens, c'est perdu pour tout le monde, quoi. Pour connaître cette régulation possible, à défaut que ce soit inscrit dans la loi, monsieur le préfet de Mazières, une garantie financière, on va dire d'un point de vue purement administratif, si ce chantier devait aboutir un jour, ce serait à quelle instance de s'en occuper? Je sais pas, le CNAPS, un ordre professionnel, un ministre, pas forcément le ministre de l'Intérieur. On vous laisse régler votre micro. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Avant de déterminer qui devrait s'en occuper, il faudrait d'abord qu'elle soit instaurée. Donc, comme vous l'avez rappelé, le législateur l'a écartée, sans doute pour plusieurs raisons. Vous avez évoqué le sujet du contexte économique qui a pu faire craindre effectivement qu'on aggrave les difficultés d'un certain nombre d'entreprises du secteur dans une période où elles étaient déjà en situation de fragilité.
La garantie financière en elle-même, elle vise aussi à garantir, comme son nom l'indique, hein, un client contre la défaillance de son prestataire. Elle ne vise pas à introduire un droit d'entrée dans un secteur professionnel, quoi, hein. Ce n'est pas forcément la bonne approche. Et puis surtout, moi j'ai tendance à penser que c'est d'ailleurs intéressant, on commence le débat par la garantie financière, alors même que la loi a été votée il y a quelques mois, que la plupart des décrets d'application sont en train de sortir en rafale. On va en parler. Et que deux grandes réformes de la loi, à savoir la réforme de la formation et la réforme de l'organisation et du fonctionnement du CNAPS, vont être pris par ordonnance dans les mois qui viennent. Donc on a des chantiers absolument majeurs là-dessus. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je pense qu'il faut peut-être se donner quelques mois de recul pour voir déjà les effets de ces mesures, y compris d'ailleurs la limitation de la sous-traitance. C'est vrai qu'il y a eu un débat sur la limitation de la sous-traitance à 1 rang ou 2 rangs. Enfin, il faut se rappeler aussi qu'avant cette loi, dont cette mesure d'ailleurs entrera en vigueur en mai prochain. Parce qu'il y avait un délai pour permettre aux entreprises justement de s'ajuster. Mais avant cette loi, vous aviez des secteurs économiques dans lesquels vous aviez 9, 10, 11 rangs de sous-traitance. Donc déjà, on a une amélioration considérable des choses et je pense qu'il faut se donner le recul pour voir si ça marche, si ça contribue effectivement à assainir cette profession et ce secteur qui en a besoin. S'intéresse un petit peu au train qui arrive en retard, c'est un travers professionnel. Guillaume Fard, vous êtes donc professeur à Sciences Po, on l'a dit, vous avez vous une vision d'ensemble, et pour reprendre ce que disait tout à l'heure l'un des autres acteurs pour le GES, Monsieur Paulin, je crois, dans d'autres secteurs professionnels, dans d'autres pays, la garantie financière, on peut l'appliquer? Oui, il n'y a pas besoin de chercher extrêmement loin. En Espagne, en Belgique, ça s'applique déjà sous différentes formes. Et puis même, ça s'applique en France, dans d'autres secteurs d'activité. Cette question de la garantie financière, au fond, c'est quoi? C'est simplement de dire que ceux qui sont vertueux n'ont pas à payer pour ceux qui ne le sont pas. Et que ceux qui se soustraient à leurs obligations sociales et fiscales, en organisant leur faillite, doivent cesser tout simplement de le faire. Et que ceux qui s'acquittent de leurs obligations sociales et fiscales le font parce qu'il est tout à fait normal de le faire dans un fonctionnement économique sain, et ils n'ont pas à le faire pour d'autres qu'eux-mêmes. Et donc, tout le monde doit pouvoir s'assurer et garantir sa stabilité financière. Et il en va aussi, et monsieur qui représente un syndicat le disait, des conditions de travail, qui doivent être des conditions de travail dignes pour les hommes et les femmes de la sécurité privée. La garantie financière, vous savez, c'est un vieux sujet, hein. Moi, quand j'étais doctorant encore en 2010, il y a eu un rapport de l'inspection générale de l'administration qui a été rédigé par 2 inspecteurs généraux, Yves Amblot pour le premier et Olivier Dédrich pour le second. Et déjà en 2010, l'État, en l'occurrence l'inspection générale du ministère de l'Intérieur, préconisait l'instauration d'une garantie financière obligatoire pour les entreprises de la sécurité privée, et voyant une condition d'assainissement du marché. Et c'était il y a 11 ans et demi. Entre-temps, il y a eu d'autres manifestations d'intérêt pour cette mesure. Christophe Castaner, quand il était ministre de l'Intérieur, est venu ici même, au colloque du CDSE, l'annoncer. Vous citiez le rapport Fauvergue-Toureau du 11 septembre 2018. Il y a 78 propositions. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y en a une qui porte précisément sur l'instauration d'une garantie financière. On pourrait évoquer les 332 pages du livre blanc de la sécurité intérieure du 16 novembre 2020. Il est aussi question de garantie financière. Donc, ce qui est quand même assez surprenant pour l'observateur que je suis, c'est que, alors que tout le monde semble réclamer une garantie financière, quand un véhicule législatif se présente, on ne le saisit pas, au motif que ça fragiliserait des non-vertueux. Au fond, est-ce que ce n'est pas l'intérêt d'un texte de cette nature, de dire aux non-vertueux qu'ils ne le sont pas et qu'ils seront ainsi sanctionnés ou écartés, pour que ceux qui le sont puissent faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire très consciencieusement et professionnellement leur travail? Alors, puisqu'on passe là d'un sujet à l'autre, la sous-traitance à la garantie financière, on fait le ping-pong là-dessus. Monsieur Crémel, avec votre casquette Bouygues, si je peux me permettre, si on parle de la sous-traitance en tant que telle, déjà, au sein de la plupart des entreprises du CDSE, elle est déjà très encadrée, parfois même un petit peu au-delà de ce que la loi impose. Alors, au niveau des entreprises et de leur d'ordre, la sous-traitance est gérée de différentes façons. La première, c'est qu'il y a toujours une possibilité de spécifier dans les contrats, dans les appels d'offres, un niveau de sous-traitance que l'on souhaite respecter.
Ça, c'est un premier point. Excusez-moi, il pouvez faut enlever parler votre peut-être un masque, tout je petit pense. peu plus fort. J'enlève le masque, voilà, peut-être, parce que- Je disais qu'au niveau de la sous-traitance, quand on est donneur d'ordre, il y a toujours la capacité de placer dans l'appel d'offres une clause particulière concernant ce niveau de sous-traitance. Ça, c'est un point. Un second point que nous avons porté avec le CDSE au niveau de la sous-traitance également et que nous allons porter, c'est le fait que pour l'instant, dans le texte, il est prévu que le donneur d'ordre est responsable de la sous-traitance et doit pouvoir apporter les preuves du respect des règles de la sous-traitance. Alors, sur ce point-là, nous souhaiterions une petite amélioration, c'est-à-dire que l'entrepreneur principal responsable du chantier, entre guillemets, si on peut appeler ça un chantier, de la prestation, devrait fournir au donneur d'ordre un document qui prouve qu'il a bien respecté les règles de sous-traitance qui sont imposées. Le donneur d'ordre disposera alors d'un document et sera capable effectivement de remplir sa mission. S'il y a un niveau 2 de sous-traitance, comme on l'évoquait tout à l'heure, et que le donneur d'ordre n'a pas la main sur le niveau 2 de sous-traitance, il sera dans l'incapacité de prouver effectivement que la prestation est bien remplie dans les conditions fixées. Est-ce que dans les marchés qui sont passés par les marchés publics, et c'est quand même un petit peu 30% des marchés qui sont passés, monsieur le préfet, est-ce que, je ne sais pas, moi, l'État a vocation, par exemple, à montrer la voie, à donner l'exemple et à être très strict là-dessus? Si la question que vous me posez, c'est est-ce que l'État est soumis au respect de la loi, la réponse est oui. Donc, les donneurs d'ordre publics, qu'ils appartiennent d'ailleurs à l'État au sens le plus strict du terme ou aux collectivités territoriales, disons à la sphère publique, sont évidemment assujettis à cette règle de la limitation de la sous-traitance et de l'obligation qui est prévue, comme vous venez de le rappeler, monsieur, par le législateur, l'obligation qui est faite aux donneurs d'ordre de contrôler les conditions dans lesquelles s'exerce la sous-traitance pour son compte. Je reviens juste en arrière, pardon, parce que j'ai moi-même dit que c'était curieux de commencer par la garantie financière, mais j'y reviens juste pour une précision. C'est que Guillaume Fard a parfaitement raison, le livre blanc de la sécurité intérieure parle de la garantie financière, mais précisément, il subordonne la garantie financière à la mise en place de la limitation de la sous-traitance et à un délai d'observation de l'effet de cette mesure avant d'envisager, le cas échéant, un recours à la garantie financière. Pardon de revenir en arrière, mais on doit être à peu près les deux seuls à avoir lu complètement, y compris les index, le livre blanc de la sécurité intérieure. Mais il est assez clair sur ce sujet. Cédric Paulin, on entendait tout à l'heure Stéphane Voland parler du fait que quand les donneurs d'ordre et les prestataires avançaient main dans la main, ils étaient invincibles. Est-ce que sur ce point-là, voilà, le GES rejoint les positions des directeurs sûreté et du CDS sur la question de la sous-traitance? Sur la question de la sous-traitance, comme sur la question de la garantie financière, je pense que précisément ici, quand vous avez la première organisation des directeurs de la sécurité privée, la première organisation des prestataires de sécurité privée et la première organisation de syndicats de salariés dans la branche qui sont sur la même ligne, il y a un moment, il y a un front commun qui devrait être entendu. Et précisément, vous l'avez là. Alors, on va parler un petit peu formation, ça va vous faire plaisir, monsieur le préfet. Christian Crémel, comment il faudrait vous convaincre pour payer plus cher des prestations? Est-ce que justement une garantie de la montée en gamme de la formation, c'est un préalable pour vous indispensable? Alors, le sujet du tarif est un sujet sensible. Pour payer plus cher, tout d'abord, il faudrait une prestation qui soit forcément à la hauteur des attentes. C'est-à-dire qu'on ne paye pas, comme c'est souvent le cas, on entend dire on paye un homme-heure, donc ce n'est pas un homme-heure qu'on paye, on paye une prestation et une qualité de prestation. Donc on s'inscrit sur ce schéma-là, quand on est donneur d'ordre. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, au niveau de la formation, puisqu'on aborde le sujet de la formation, il faut que la formation soit en adéquation avec cette attente de qualité. Mais il n'y a pas que la formation. Pour moi, c'est un schéma global qui part du recrutement à la base, puisqu'au recrutement à la base, il faut des personnes qui remplissent un certain nombre de prérequis, qui sont fixés, qui sont écrits. Donc, une fois que ces prérequis sont remplis, il faut que la filière sécurité privée s'organise autour de métiers, d'un métier standard, peut-être au départ un métier, un tronc commun, ensuite des formations de spécialités qui tournent autour de ce tronc commun et qui permettent ensuite d'aller vers la qualité de prestation que l'on souhaite. Guillaume Fard, selon vous, sur la formation, il y a aussi une marge de progression qui est importante, notamment au niveau des organismes. Vous nous en aviez parlé quand on a préparé cette table ronde. La marge de progression est considérable.
n'est pas importante, elle est considérable. On part de très loin. Alors, on a quand même fait des progrès, c'est-à-dire avoir pour la surveillance humaine un certificat de qualification professionnelle qui aujourd'hui est au-delà des 170 heures de formation, au moins pour le socle initial. C'est un progrès quand on sait qu'il y a encore une dizaine d'années, c'était effectivement beaucoup moins. Maintenant, c'est pas parce qu'on fait mieux qu'on ne peut pas faire plus. Et on doit pouvoir faire plus. Quand on regarde ce qui se passe par exemple en Espagne et qu'on voit qu'un agent de sécurité privée, dans sa formation, il doit se tester sportivement, qu'il passe des épreuves psychotechniques, qu'il est dans certains cas entendu par un jury avant qu'on lui délivre son titre professionnel. Pourquoi ne ferait-on tout simplement pas cela en France? Est-ce que il est scandaleux de demander à un agent de sécurité privée de se tester sportivement? Personnellement, je ne le crois pas. C'est quand même une profession dans laquelle il y a un engagement physique. Et dans certains cas, aussi en exposant jusqu'à sa propre vie, quand on surveille des sites qui sont exposés à des risques qui sont quand même des risques élevés. Maintenant, les difficultés sur la formation, c'est que d'abord, celui qui forme est souvent celui qui délivre le titre professionnel. Et ça peut être un petit peu gênant. Stéphane Vollant prend souvent la métaphore des auto-écoles en disant que c'est comme si on permettait aux auto-écoles de donner le permis de conduire. Alors oui, si on permettait demain aux auto-écoles de donner le permis de conduire, ce serait une course à l'échalote de quelle est l'auto-école qui forme le plus rapidement possible, dans les conditions les plus dégradées, mais où au moins on a l'assurance d'avoir son permis de conduire à la fin. Et il n'y aurait plus que des dangers publics sur les routes. Alors si pour les permis de conduire, on arrive à avoir des conditions de délivrance du permis qui sont relativement indépendantes, pourquoi est-ce qu'on n'y parviendrait pas pour la sécurité privée? Ça, c'est la première chose. Il faut, je le crois, arriver à une meilleure garantie d'indépendance de la délivrance des certificats de qualification professionnelle pour les agents de surveillance humaine. La deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement densifier le contenu des formations, puisqu'une fois que vous garantissez que c'est délivré de façon indépendante, vous pouvez effectivement être plus exigeant sur le contenu et faire ainsi monter le niveau. Mais après, il faut des niveaux gradués. Il faut aussi une progressivité. On arrive à le faire dans la sécurité incendie. Hein. Après SIAP 1, il y a SIAP 2. Après SIAP 2, il y a SIAP 3. Et donc, ça donne aussi aux agents une vision sur une progressivité de carrière. Celui qui est SIAP 1 peut espérer un jour devenir SIAP 3. Et ainsi, ça lui trace une perspective. On devrait aussi pouvoir faire ça pour la sécurité privée. Donc, c'est là aussi un second chantier. Mais Monsieur le préfet de Mazières le disait, il y a une législation par ordonnance, puisque le gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance sur ce point, et ça fait partie des principales attentes, parce que sans cela, il sera très difficile ensuite de demander, côté donneur d'ordre, c'est ce que disait mon voisin de droite, de payer davantage. Ceux qui sont prêts à payer davantage sont prêts aussi à payer pour des agents qui sont mieux formés. Florent Lecoq, je vous vois opiner du chef. Quand on a préparé cette table ronde, on vous a senti atterré par le niveau des formations et parfois la facilité à obtenir son diplôme, son CQP. Oui, alors bon, je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression qu'on est tous du même avis, c'est gênant. J'ai l'habitude d'être dans la contradiction, donc, mais c'est pas grave, je vais m'adapter. Alors déjà, il y a une chose importante qui est à dire, c'est qu'il n'y a qu'une seule formation dans la sécurité privée, c'est la formation obligatoire pour entrer dedans. C'est les 175 heures et c'est pas à vous que je vais apprendre, c'est celui qui paye qui décide. Et aujourd'hui, celui qui paye la formation pour entrer dans la sécurité privée, c'est Pôle emploi, quoi. Et Pôle emploi, son objectif, c'est de former un maximum de gens et que ces gens aient le diplôme pour pouvoir entrer dans la profession. Donc à partir de ce moment-là, il ne faut pas s'étonner d'avoir 99% de réussite aux examens, quoi. Si demain, celui qui devait évaluer, c'est celui qui va recruter la personne, ça serait différent. Après, vous avez mis l'accent sur l'examen, je suis tout à fait d'accord avec vous. Celui qui forme, c'est celui qui évalue. Je ne vais pas remettre en cause mon travail. Hein. 99%, s'explique aussi là-dessus. On a monté la formation, on est passé de 72 à 140, de 140 à 175. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis juste qu'à un moment donné, à force de créer une formation qui est extrêmement volumineuse, quand je dis volumineuse, je m'entends sur le nombre de compétences qui sont acquises, pas sur le volume d'heures. Hein. Et le fait qu'en fait, au final, on a parcouru l'intégralité du prisme qui est susceptible de pouvoir toucher un agent de sécurité, eh ben, on n'a aucune possibilité de formation par derrière. Ça veut dire à la suite. C'est-à-dire que j'ai la même formation si je vais garder un parking pour m'assurer qu'il n'y a pas de rodéo la nuit, que de m'occuper du terrorisme dans une entreprise et faire du contrôle d'accès et m'assurer de tout un suivi de système incendie, quoi. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Comment on peut faire évoluer ça? Est-ce qu'il faudrait un organisme? Je finis. Ouais. Et en plus de ça, pour le comble du comble, moi je suis à France Compétences. Dans mon grand malheur, je vois tous les mois des nouveaux titres professionnels de non-aptitude.
Ça veut dire qu'en plus, le jeu de la concurrence qui existait avant continue à se perpétuer. Et moi, je vois des tests qui sont faits dans les règles, hein, où la réponse est bonne selon la couleur de l'extincteur, quoi. Vous comprenez bien que, sans vouloir préjuger des compétences de chacun, mais si je vous dis quelle est la bonne couleur pour éteindre un feu entre rouge, blanc et vert, je pense que 100% des gens autour de la table auront la bonne réponse. Est-ce que j'ai eu besoin d'avoir 175 heures pour répondre à cette question? Je ne suis pas sûr. Pas forcément. Voilà, non mais, donc ça veut dire qu'en plus de ça, tous ces diplômes ont des niveaux différents, mais donnent la même certification. Donc le même droit à rentrer dans la profession. C'est pas cohérent. Et là, je rejoins votre président. On a vraiment l'impression que c'est celui qui apprend à conduire qui donne le diplôme. Eh ben, j'aimerais bien, moi, comme l'avait soulevé il y a très longtemps M. Bauer, qu'on met des centres où on passe les examens. Et qu'importe la pédagogie, que le mec il utilisait 1, 2 ou 50 téléphones et qu'il a fait 25 rondes ou une, ce qu'on évalue, c'est le résultat. Est-ce qu'il sait faire? Un examen unique. Et alors le résultat sur le terrain, vous nous l'avez décrit aussi, vous constatez que souvent les prestations, c'est à minima, si je puis dire. Les agents de sécurité ne sont pas forcément amenés ou incités à prendre des initiatives dans le cadre de leur mission parce que finalement, c'est risqué pour eux en termes d'emploi. Oui, alors là, on sort du sujet de la formation, mais oui, c'est vrai la que concrétisation, en fait, sur le terrain. C'est vrai que si on suit à la règle, on doit appliquer les consignes. Voilà. Alors, ça me fait bizarre de dire ça devant le CDSE parce que là, c'est que de par le titre, c'est que des responsables sécurité et ils savent l'importance des consignes et j'en suis sûr qu'ils en mettent sur tout leur site. Donc, c'est pas là le débat. Mais c'est toutes les autres prestations qu'on fait où on y va les mains dans les poches et on n'a rien. Et si un agent avait le malheur d'appliquer des consignes qui ne sont pas écrites et qu'il y avait un problème, c'est de sa faute. Ça veut dire qu'en plus, toute cette formation que j'ai apprise, je ne peux pas la mettre en application. Et ça pousse à dire que on me donne des choses à faire, mais on me dit touche pas petit con, quoi. On sort pas de son chemin de ronde. J'irai même plus loin, des fois on me dit mais non, je ne l'ai pas vendu au client, faut pas le faire. Désolé, M. Paulin. Monsieur Paulin, peut-être une réaction là-dessus sur les consignes qui sont données et comment les salariés après doivent les respecter? Oui, donc on est parti de la formation pour arriver aux consignes, mais je voudrais quand même revenir sur la formation, même si on n'a pas 3 heures, parce que pour le coup, c'est effectivement un sujet qui va venir dans l'ordonnance formation. Et je pense que pour que cette ordonnance aboutisse sur quelque chose qui puisse être peut-être la consensuelle, il faut vraiment que les personnes qui seront en charge de la rédiger, je crois savoir qu'il y a un cabinet qui va travailler sur le sujet de la formation. Il faut vraiment qu'ils viennent voir comment fonctionne concrètement la formation, comment fonctionnent les différentes instances qui s'occupent de formation dans le secteur de la sécurité privée. Pour rappel, les branches professionnelles ont la compétence de déterminer la politique formation dans leur secteur. Et si l'ordonnance doit avoir un intérêt, ça serait de reconnaître cette politique formation à mettre en œuvre par les branches elles-mêmes. On parle beaucoup de CQP, il n'y a plus de CQP d'ailleurs, c'est autre chose. Qu'on ait une claire distinction entre le volume de formation, la formation suivie et l'examen, ce qu'on appelle la certification. Puisqu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on passe de 70 à 140 et à 175 heures que la formation est meilleure. Je me souviens très bien avoir travaillé sur le passage de 70 à 140 heures. C'était très simple, hein. On a pris tous les modules, on les a multipliés par 2. Ça a été uniquement ça. C'était un peu différent pour passer des 140 aux 175 heures. Mais voilà, en l'occurrence, faire plus ne veut pas dire nécessairement faire mieux. Donc, il faut d'abord travailler à une adéquation entre les missions. Et pour le coup, on retombe sur les consignes. Quelle est l'autonomie sur le poste, quelle est la responsabilité sur le poste, le relationnel à acquérir, par exemple. Et à partir de là, on construit des formations qui vont bien. Et on fait des parcours. C'est déjà ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc, il faut vraiment que l'ordonnance remette au cœur la branche professionnelle. Sinon, on va continuer sur de la formation réglementée qui ne répondra pas aux besoins des entreprises et qui ne va pas satisfaire d'ailleurs les salariés. Le corollaire puisque là on parlait tout à l'heure des missions et vous venez d'en parler, le corollaire de la formation, c'était aussi l'attractivité du métier. C'était cette reconnaissance métier, comme vous aimez tous à l'appeler. Est-ce qu'on peut faire évoluer vers une grille de salaire
peut évoluer vers une grille de salaire plus transparente, vers des parcours de carrière qui contribuent à renforcer cette attractivité. On rappelle que le turnover est extrêmement important. IFRIS, nous a-t-on dit les 100%. Je ne sais pas si vous pourrez nous confirmer les uns les autres. Monsieur le préfet de Mazières, vous avez entendu ce constat assez sévère. Vous partagez sur la question de la formation et sur la reconnaissance métier. Quelle est la marge de progression selon vous? D'abord, pour répondre à la dernière formulation de Cédric Paulin, il n'a jamais été question de confier l'organisation de la formation à une autre entité qu'à la branche. Et si précisément il a été décidé de réformer le cadre général de la formation par ordonnance, c'est précisément parce que le système existant ne donnait pas satisfaction. Donc l'ordonnance va fixer un nouveau cadre qui va être concerté évidemment avec l'ensemble de la profession, mais ça restera de toute manière évidemment la responsabilité première de la branche de mettre en musique, si je puis dire, cette réforme. Sur le reste, je pense que tout le monde est d'accord. Parmi les nombreux maux dont souffre la sécurité privée, il y a effectivement le sujet de l'attractivité, avec, vous l'avez rappelé, la grande difficulté non seulement à trouver de la ressource, mais à la maintenir dans le métier. C'est encore plus vrai pour l'encadrement intermédiaire. Et puis, il y a un sujet, mais qui est consubstantiel au premier, qui est celui de la compétitivité. Et on voit bien que le niveau de rémunération des prestations aujourd'hui dans le secteur est extrêmement faible. C'est exclusivement une compétitivité prix. Et l'idée de la montée en gamme et de la professionnalisation de la sécurité privée, c'est aussi derrière l'objectif de développer des prestations de qualité rémunérées au juste prix. Et pour arriver à ça, la formation est la mère de toutes les batailles. Là, on s'adresse à un public de directeurs de sécurité, sûreté en entreprise. Le directeur de sécurité d'un supermarché, le responsable de sécurité d'un supermarché, n'a pas les mêmes besoins en termes d'agents de sécurité que le directeur de sécurité d'un OIV, une centrale nucléaire. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre en face de ça une grille des risques avec des prestations correspondantes, plus ou moins complètes, faisant recours à des formations et à des agents formés de manière plus ou moins poussée et rémunérés au prix auquel correspond cette formation et cette prise en compte de risque. C'est ce que vous avez exprimé les uns et les autres en parlant de revalorisation des grilles, des métiers repères, et la mise en place d'un véritable parcours professionnel. Si on donne des perspectives de progression dans la carrière, à coup de formations complémentaires, qui ne doivent pas être des formations, je rejoins ce qui a été dit par M. Lecoq, ça ne doit pas être des formations où on va juxtaposer des blocs sur différentes thématiques. Mais ça doit être une formation socle, à partir de laquelle, avec des compléments qu'on vient rajouter aux 175 heures de base, on favorise la progression des agents de sécurité vers des niveaux de compétences et donc vers des niveaux de rémunération plus importants. Et derrière ça, ce sont les entreprises qui vont en profiter, parce qu'elles auront, pour le coup, des prestations qui sont à la hauteur de leurs attentes et de leurs besoins, mesurés au plus juste. Évidemment, il y a au moins deux conditions là-dedans. La première condition, c'est que les donneurs d'ordre jouent le jeu, c'est-à-dire ne cherchent pas à favoriser systématiquement le moins 10 ans. Ça vaut, madame, aussi bien pour les donneurs d'ordre publics que pour les donneurs d'ordre privés, bien entendu. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'il y a aussi une sorte d'autodiscipline dans la branche. Pardon de renvoyer toujours à la branche, mais c'est un peu le cœur du sujet, et d'éviter qu'il y ait des sociétés de sécurité privée qui aillent casser un marché en faisant du dumping, comme on dit vulgairement. Mais si on respecte ces deux conditions-là, et précisément la transparence de la grille et des métiers repères doit contribuer à ça, si on parvient à garantir cette transparence, on va évidemment éviter cette forme de dumping et on va pouvoir favoriser la professionnalisation et la montée en gamme de la sécurité privée, qui est fondamentale parce que c'est le préalable nécessaire à des partages de compétences avec les forces de sécurité de l'État qui seront plus importants qu'aujourd'hui, ce qui est bien, in fine, la demande de la profession et le besoin de l'État et des citoyens d'ailleurs. Les donneurs d'ordre, monsieur le préfet, public
et privés vont avoir l'occasion de travailler ensemble, notamment pour les prochaines grandes échéances qui vont se dérouler en France. Je pense à la Coupe du monde de rugby en 2023, je pense évidemment au JO de 2024. Précisément, le monsieur sécurité des JO, le préfet, monsieur Ziad Khoury, a conscience de tous ces enjeux. Il a accepté de dresser un petit constat pour le CDSE. C'est une petite capsule vidéo que nous allons regarder. La coordination nationale pour la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques a été créée il y a 3 ans déjà. Donc il y a un souci d'anticipation du ministère de l'Intérieur. L'anticipation aujourd'hui, c'est aussi l'accélération. Nous rentrons dans une nouvelle étape qui est celle de notre Olympiade. Et donc notre coordination travaille directement pour le compte du ministre et mobilise l'ensemble des expertises du ministère de l'Intérieur avec un plan de route qui a été défini désormais jusqu'à 2024. Elle travaille aussi pour la délégation interministérielle pour les Jeux olympiques, que dirige Michel Cadot, et dont le but est d'assurer à la fois un travail interministériel qui est nécessaire parce que c'est un sujet complexe, l'organisation des Jeux et même l'organisation de la Coupe du monde de rugby avant cela, et puis également les interfaces avec les organisateurs, les collectivités, l'ensemble des partenaires, pour que nous formions une véritable équipe de France qui fasse de ces Jeux un succès pour la France, car c'est un événement national, un succès sportif, mais aussi un succès global. Alors, le principe, c'est d'avoir une seule feuille de route déjà. Donc, il y a une feuille de route qui est la mienne, j'ai une lettre de mission du ministre, qui est aussi celle de l'État, qui est celle des organisateurs, de l'ensemble des collectivités. Nous travaillons dans un schéma unique pour la sécurité, parce qu'on a besoin de produire ensemble cette sécurité, de façon à ce que l'événement se passe de manière festive, et dans les meilleures conditions pour les spectateurs, qu'ils soient des spectateurs de France ou de l'étranger. Il y a beaucoup de chantiers à mener en même temps, et finalement, l'enjeu, c'est vraiment cette coordination autour de tous ces chantiers. Nous devons faire face à un certain nombre de risques potentiels dans la gestion des flux, dans la présence au rendez-vous de l'ensemble des acteurs, dans la menace terroriste qu'on connaît bien, également dans des menaces qui évoluent très vite, comme le cyber, comme les drones, et donc sur l'ensemble de ces facteurs, nous sommes dans une logique de production collective. Pour l'instant, la feuille de route est suivie. Simplement, il ne faut pas perdre de temps. Et il faut qu'on puisse effectivement décliner toutes ces étapes, à la fois par des documents cadres stratégiques qu'on a commencé à poser, et ensuite par un travail opérationnel qui sera mené par les préfets concernés, et autour des préfets concernés, parce qu'à l'arrivée, ça doit être un travail opérationnel qui se fait au plus près du terrain. Nous avons en France une expérience des grands événements, qui est une expérience réussie, importante, mais avec les Jeux olympiques, on passe à une dimension encore plus grande. Donc, par définition, les moyens de sécurité publique ou privée ne sont pas dimensionnés à l'échelle des Jeux, donc il faut les rehausser, nous mobiliser pour cette échéance, nous en avons les moyens. Et pour la sécurité privée, c'est évidemment du côté des donneurs d'ordre de donner de la clarté et de l'attractivité, pour le secteur et la filière de s'organiser pour construire des parcours pour anticiper ces échéances, et puis enfin d'avoir un certain nombre de vecteurs qui nous permettent de réussir cette mobilisation. C'est pourquoi nous allons créer par exemple un titre professionnel pour la sécurité événementielle qui permettra d'avoir un vivier plus large, et puis aussi développer des formes de compléments de formation qui permettront d'avoir de vrais parcours dans les métiers de la sécurité, qui sont des métiers qu'il faut savoir valoriser, sur lesquels il faut communiquer. Traditionnellement, et dans tous les pays, il y a une tension sur cette sécurité privée en termes quantitatifs et qualitatifs. Et l'objectif, c'est en France de réussir ce pari et ce défi. Et nous le réussirons si nous travaillons ensemble dès maintenant à ce que tout le monde en sorte gagnant. Nous avons un continuum de sécurité dont on doit faire la démonstration à l'échelle des Jeux, qui est une échelle hors norme. Et pour autant, je pense que nous en avons les moyens. Les Jeux olympiques et paralympiques sont un défi global. C'est-à-dire que tout le monde va être concerné, de près ou de loin, et nous avons besoin évidemment du concours du secteur économique, à la fois pour promouvoir ces Jeux, pour en faire un levier. Nous avons dans les chantiers dès à présent un certain nombre de clauses d'insertion, donc ça favorise aussi l'entrée sur le marché du travail. Nous aurons pendant les Jeux eux-mêmes le secteur de la sécurité privée qui est amené à grandir, et peut-être qu'il y aura un avant et un après. Donc il y a là matière à se mobiliser,
et nous comptons beaucoup sur la mobilisation de tout le monde, parce que chacun a un rôle à jouer vis-à-vis des Jeux, qui sont d'abord une fête, et donc évidemment ça génère un certain nombre d'adaptations, parfois des complications, mais on ne les a pas tout le temps, les Jeux, c'est une fois par siècle, et donc il faut vraiment profiter de cette période pour convertir ce qui peut être un peu une forme de complication en vecteur de réussite et d'évolution et d'appropriation pour tout le monde. Naturellement, sur chacun des sites, et il y en aura au moins une quarantaine de sites officiels, il faudra gérer les périmètres, les flux, les accès. On va commencer à y travailler en concertation avec tout le monde de façon à ce qu'on puisse avoir une fluidité, une sécurité, une efficience et donc réduire au maximum les inconvénients qu'on pourra rencontrer tout en veillant à ce qu'on ait une prestation de nos Jeux Olympiques qui soit à la hauteur de l'événement. Cédric Bollin, on se tourne vers vous parce qu'il y a 2 ans, ici même, le GES s'inquiétait des difficultés de recrutement justement à venir pour ces Jeux Olympiques. Comment est-ce que les sociétés, les entreprises vont faire pour recruter et puis fidéliser d'ici là les agents? Je pense que le problème du recrutement, depuis 2 ans, s'est accru. C'est-à-dire que la question du recrutement pour les JO ne se pose pas pour les JO, se pose maintenant. Donc, trouvons déjà des solutions pour faire face à la pénurie d'effectifs ici et maintenant, et ensuite on verra pour les JO. Avant de répondre aux appels d'offres pour les JO. Parce que imaginez bien justement que pour répondre à un appel d'offres, aux appels d'offres qui vont paraître l'année prochaine, à partir de mars, qui vont être dépouillés autour de l'été ou à la sortie de l'été. Quelle entreprise qui ne sait déjà pas comment recruter actuellement pour ces marchés actuels va se lancer dans des réponses à des appels d'offres pour 2024 en se disant qu'il faudra potentiellement recruter au cours en début d'année et de ne pas savoir quoi faire de ces salariés après. Donc la question, elle est déjà de résoudre la pénurie d'effectifs le plus vite possible et maintenant. Et comment on fait alors, justement? Alors, comment on fait? On a les travaux qu'on conduit en branche. Il y a toute la politique rémunération qu'on veut essayer qui est associée à une grille de classification qu'on veut essayer de terminer le plus rapidement possible. Quand je dis le plus rapidement, on se fixe un objectif pour la fin du premier trimestre 2022. Même si une grille de rémunération n'entrerait en vigueur qu'en 2023, évidemment, le temps d'étendre un accord. Donc ça, c'est un des premiers points qui peut envoyer un signal aux salariés, aux futurs salariés pour venir dans la branche de la sécurité privée et peut-être moins dans d'autres branches. Et en plus, on est sans doute obligé de faire un effort supplémentaire par rapport à d'autres secteurs qui connaissent une pénurie d'effectifs, c'est que nous, on est réglementés. Il y a des barrières à l'entrée qui sont extrêmement fortes, la moralité, etc. Et il y a la formation, puisque ça a été évoqué à nouveau, la formation dans le cadre par le préfet Khoury. Donc tout à l'heure, on parlait de 175 heures de formation initiale. Quand on pense au JO, on est plutôt là donc parti sur une adaptation de la formation par rapport à une adaptation des missions. Je ne sais pas encore quel sera le volume horaire de cette formation, mais si on reproduit le système de l'Euro 2016, c'était 105 heures. Oui, c'est plus court a priori ce qui se dessine. C'est plus court, mais en 2016, avec 105 heures, il y a eu 93 agents qui ont passé cette formation. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que la logique d'adapter la formation en vue de cet événement, mais pas que, et que ça soit pérenne, puisqu'on s'inscrit bien dans l'héritage, ça a été dit, il faut que la filière se structure avec les JO pour après. Si c'est une formation uniquement pour les JO et que le lendemain même, on ne poursuit pas, ça n'a pas tellement d'objectifs. Et en plus, il faut pouvoir recruter dès maintenant. Donc, si on si on a une formation adaptée pour des événements, par exemple, de plus de 2500 personnes, on ne va pas pouvoir constituer ce vivier en vue des JO. Donc, il y a un début de logique qui est intéressant. Il faut sans doute poursuivre les discussions sur cette adaptation de la formation. Florent Lecoq, je crois que quand on préparait cette table ronde, vous nous avez fait part de ces inquiétudes à la fois sur la formation, sur
rapidement, parce que le temps presse, il nous reste 20 minutes, on a encore plein de choses à balayer sur la sécurité incendie, le cercle de confiance, le CNAPS, mais vous avez une inquiétude notamment sur le rythme de travail, le décalage un petit peu entre ce que font des agents de sécurité aujourd'hui au quotidien, travailler de nuit et en solitaire, on va dire, et avec les missions qui pourraient leur être allouées pour les jeux. Oui, alors déjà, en premier ordre, par rapport à ce qui vient d'être dit, depuis tout à l'heure, on dit qu'il faut augmenter le volume d'heures pour augmenter la compétence. Et là, on est en train de me parler de 105 heures au JO 2024. Donc, je me dis que vous avez besoin de gens moins compétents pour les JO. C'est pas ce que j'avais compris. En tout cas, apparemment, c'est ce qui est décidé. Il faut qu'on le sache, nous, c'est tout. Il faut nous le dire. Voilà, ça, c'est mis de côté. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, je me suis tellement mis en colère que j'en ai oublié votre question. Les missions qui diffèrent un peu, en tout cas le cadre des missions. Ouais, voilà. Nous, on avait fait une demande de modules complémentaires. Vous voyez, on n'était pas sur réduire, on était plutôt pour rajouter quelque chose parce que on a à peu près 70 à 80% des agents de sécurité qui travaillent seuls, de nuit, comme vous l'avez dit, mais surtout seuls. Et là, du jour au lendemain, on va les prendre et on va les mettre par groupe de 10, par groupe de 20 et on va leur dire travaillez ensemble. C'est quelque chose que ni dans les 175 heures, ni dans l'habitude de notre travail, on sait faire. Et nous, ce qu'on demandait, c'était au moins de nous apprendre à travailler en équipe. C'était, voilà. Alors, ça pouvait prendre un volume certain d'heures. La question n'était pas là, mais on avait ciblé des éléments. On s'est dit, voilà, en lien avec la palpation, tout ça, puisque vous savez que la loi, elle a allégé aussi l'agrément de la palpation. Hein. Donc, on avait voulu une sorte de formation sur ce domaine. Et ça a été bien pris à bras-le-corps. Et puis, du jour au lendemain, pouf, ça a disparu. Je vous remercie d'ailleurs, dans le moment du débat sur les salaires, de ne pas m'avoir donné la parole. Vous avez, on pourrait durer jusqu'à cet après-midi, 18h. Je sais que sur la question du SMIC, vous avez pas mal de choses à dire et des revalorisations salariales à venir. J'en suis absolument confus. On va parler de la sécurité incendie, si vous nous autorisez à présent, avec des agents qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les agents de sécurité, qui ne sont pas soumis au CNAPS, réflexion qui doit faire l'objet d'un rapport d'opportunité prévu pour 2022. Cédric Paulin, votre sentiment, c'est quoi? C'est qu'on a repoussé l'échéance au calendrier grec? C'est ce que j'aurais dit si vous ne l'aviez pas dit. Alors effectivement, le sujet c'est un serpent de mer. Le premier point, dans la loi, effectivement, un peu au dernier moment, il a été inséré dans ce fameux rapport d'opportunité, un 4e point qui est sur la sécurité incendie. Comme vous l'avez indiqué, la sécurité incendie n'est pas dans le livre 6, elle est pourtant dans la convention collective. Pour rappel, il y a 9 métiers de sécurité incendie, il n'y a pas que le SIAP d'ailleurs, qui sont dans la convention collective. Donc, c'est des agents, des salariés qui sont dans les entreprises de sécurité privée et qui ont toujours été dans les entreprises de sécurité privée. C'est aussi des missions, des métiers qui ont un accès beaucoup plus aisé, beaucoup plus intrusif dans la sécurité des bâtiments, dans la sécurité des différents lieux. Donc, on a du mal à comprendre pourquoi un agent de sécurité privée qui a sans doute pas, qui peut avoir moins d'accès à certains lieux, s'il perd sa carte professionnelle, va devenir agent de sécurité incendie. Pourtant, il va aller dans les mêmes lieux la nuit avec les mêmes accès, dans une tour à la Défense ou ailleurs. Donc, alors on comprend les quelques craintes, les quelques interrogations. Ça ferait combien d'effectifs en plus à gérer pour le CNAPS? Ça, c'est une question de moyens. Mais ça peut, avant même d'aborder cette question de moyens, qu'on ait des réponses sur pourquoi on ne veut pas que les agents de sécurité incendie aient un contrôle de moralité. Pourquoi on ne veut pas, alors même qu'ils sont dans les mêmes entreprises de sécurité, pourquoi on ne veut pas qu'ils aient les mêmes dispositions, carte professionnelle, etc. Et ça, on attend toujours les réponses. Christian Crémel, votre point de vue sur la question? Moi, je vais rejoindre le point de vue de Cédric Paulin sur le sujet, parce qu'on a longuement débattu déjà sur ces sujets-là ensemble lorsqu'on a fait nos travaux communs. Pour reprendre un petit peu ce qu'il a dit, effectivement, actuellement, vous avez un criblage qui est fait par le CNAPS pour tous les agents de sécurité privée. On vérifie effectivement la moralité des personnes. Si vous prenez un agent de sécurité privée qui se voit refuser sa carte professionnelle pour des raisons judiciaires ou autres, il peut se représenter comme agent incendie par la suite
sans aucune contrainte particulière. Et donc, comme le disait Cédric Paulin, avec des accès à des niveaux dans les entreprises ou dans les secteurs particuliers, avec des accès identiques, voire supérieurs parfois aux agents de sécurité privée. Donc, c'est effectivement un réel problème. Monsieur le préfet, vous n'êtes pas forcément aussi catégorique. Est-ce qu'il faut absolument intégrer la sécurité incendie dans le au livre 6 du Code de la sécurité intérieure? Oui. Il ne faut pas sortir un marteau pour écraser une mouche. Avant d'intégrer des professions dans le livre 6 du Code de la sécurité intérieure, il faut bien mesurer l'impact. La réglementation du livre 6, elle est extrêmement contraignante. Elle est très lourde. Les entreprises et les entreprises de sécurité privée, d'ailleurs, le déplorent suffisamment. Il y a des délais administratifs, bien sûr, mais il y a aussi une réglementation forte. Il y a des contrôles. Il y a un principe d'exclusivité. C'est-à-dire que quand j'exerce une profession qui est inscrite au livre 6 du Code de la sécurité intérieure, je n'ai pas le droit d'exercer une autre profession. Si je suis agent de sécurité incendie et que je suis inscrit au livre 6, eh bien, je ne pourrai pas, à d'autres moments, faire de l'accueil ou faire de la sécurité privée. Donc tout ça, ça se mesure bien. Et puis le sujet de la moralité des agents, c'est pour ça que je parlais de marteau, elle peut être contrôlée d'autres manières. Il y a toute une série de professions à risque aujourd'hui qui font l'objet de ce que l'on appelle, je reprends la formule qu'a utilisée Pierre Juillet, le criblage. Le criblage qui permet d'interroger des fichiers et de s'assurer qu'un individu ne pose pas de difficultés du point de vue de la sécurité et de la moralité. C'est peut-être ça d'ailleurs la piste qu'il faut explorer. Et donc ça mérite à minima qu'on y réfléchisse, qu'on concerte, et c'est pour ça que le législateur n'a pas voulu décider de ça en séance et a souhaité que le gouvernement fouille le sujet et lui adresse un rapport dans les 18 mois qui suivent l'adoption de la loi de mai 2021. Donc c'est pas forcément très long pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause. Cette remarque que je fais d'ailleurs, je la fais aussi pour les autres professions qu'on envisage d'intégrer au livre 6. Vous me permettrez juste d'une phrase, mais je ne résiste pas au plaisir d'être d'accord avec la CGT, ce qui m'arrive d'ailleurs de plus en plus souvent sur certains sujets, pour relever que mettre en place un titre à finalité professionnelle événementielle allégé, c'est orthogonal. J'adore cette expression un peu techno. C'est orthogonal avec la volonté de la montée en gamme et de la professionnalisation du secteur de la sécurité privée. Donc j'entends et je comprends que ça soit nécessaire dans la boîte à outils. C'est pas la seule boîte à outils, hein. Enfin, c'est pas le seul outil de la boîte pour trouver des agents de sécurité privée pour les Jeux Olympiques. On est passé très vite, mais on aurait pu développer parce que c'est un sujet intéressant. Mais en tout cas, il faut s'assurer que ça ne soit pas quelque chose qui ensuite s'installe et soit pérennisé au-delà de cet événement particulier. Guillaume Farge, je voyais lever le doigt. Oui, parce que je crois que ce sujet de l'inclusion des activités de sécurité incendie dans le livre 6 du Code de la sécurité intérieure, donc dénommé activité privée de sécurité, pose au fond une seule question. C'est qu'est-ce qu'une activité privée de sécurité ? De mon point de vue, il n'y a que deux critères. Il y a un critère organique. Êtes-vous ou non une société commerciale ? Oui, non. Oui, vous avez le premier critère. Non, vous ne l'avez pas. Deuxième critère, qui est un critère matériel. Votre activité commerciale est-elle dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens ? Oui, vous avez le deuxième critère. Non, vous ne l'avez pas. Si vous avez deux oui, vous êtes une activité privée de sécurité. Vous l'êtes en fait. Reste à le devenir en droit. Donc en fait, reste à rentrer dans le livre 6 du Code de la sécurité intérieure. Ce débat qui se pose pour les activités de sécurité incendie, il se pose dans les mêmes termes pour les activités de conseil en sûreté, pour les activités de sûreté à l'international, pour les activités d'installation de matériel électronique. Et je ne vois pas au nom de quoi certaines activités resteraient au banc du livre 6 de la sécurité intérieure, tandis que d'autres bénéficieraient du cadre protecteur de ce livre, c'est-à-dire en fait la capacité d'avoir des critères d'entrée pour exercer la profession et un organisme de contrôle qui est le Conseil national des activités privées de sécurité. Aujourd'hui, il est plus difficile de devenir coiffeur avec pour seul préjudice de rater la coupe de cheveux de son client que de devenir consultant en lutte antiterroriste. Parce que dans le premier cas, il y a un diplôme pour exercer
et il y a des conditions qui font que vous êtes contrôlé dans l'exercice de votre métier. Dans l'autre, il n'y a strictement rien. Et donc, en fait, je crois que le sujet, ce serait d'inclure ces activités. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Il y a eu un rapport qui a été remis le 14 février 2012 par 2 parlementaires, Christian Ménard et Jean-Claude Violet, sur la réglementation des activités de sûreté à l'international, qui disait qu'il était quand même grand temps de les inclure dans le livre 6. Où en est-on près de 10 ans après, avec une disposition de la loi sécurité globale qui vous dit que dans les 18 mois suivant l'adoption de la loi, le Parlement se verra remettre un rapport sur l'opportunité éventuelle de légiférer sur la question. Je crois que ça n'est pas extrêmement sérieux et qu'il serait quand même bon qu'on inclue davantage d'activités dans le livre 6 du Code de la sécurité intérieure. Et si ça occasionne davantage de travail au CNAPS, eh bien, il suffit d'augmenter à concurrence et à due proportion les moyens du CNAPS. Vous faites vous-même la transition, ça tombe très bien. Gardez le micro, Guillaume Farn, parce que les agents sécurité incendie, si on les ajoute à la liste des cartes à contrôler pour le CNAPS, aujourd'hui 230 équivalent temps plein au CNAPS pour 180 000 cartes actives. Est-ce que ça peut fonctionner, cette équation, à supposer qu'elle fonctionne déjà? J'ai été long, je vais donc être très bref. 180 000 cartes actives que pour la surveillance humaine. Vous devez rajouter à cela les agents de transport de fonds et d'objets précieux, les agents de protection et physique de personnes, les gardes armés à bord des navires, les agents de recherche privée, etc., etc. Donc en réalité, c'est plus de 200 000 pour un tout petit peu plus de 200 TP. Bon, avec l'équation, vous avez la réponse. Les moyens sont insuffisants. Le CNAPS est un établissement public administratif qui, initialement en tout cas, était autofinancé puisqu'il y avait une taxe CNAPS. Bon, certains ont eu l'idée de la supprimer. Et donc maintenant, effectivement, il y a un coût qui repose sur le budget du ministère de l'Intérieur et qui ne permet pas d'assumer toute la charge de cet établissement public. Donc oui, il faudrait considérablement augmenter ces moyens si on voulait un contrôle qui soit à la hauteur des attentes de toutes les personnes de cette Assemblée. Parmi les attributions du CNAPS, Christian Kremel, vous aviez évoqué la possibilité, enfin, ou peut-être plutôt le souhait, si j'ai bien compris, que le CNAPS ait davantage un rôle d'accompagnement auprès des entreprises. Oui, tout à fait. Alors le CNAPS, pour l'instant, effectivement, c'est l'organe régulateur de sécurité privée, donc il se positionne sur ce créneau-là, ce qui est normal d'ailleurs. Par contre, ce que nous souhaiterions, et ce que nous avons souvent évoqué avec les CDSE et la Commission en sécurité privée en particulier, c'est le fait que le CNAPS se situe également en accompagnement et en conseil par rapport aux entreprises privées. C'est-à-dire que lorsqu'on a des sujets particuliers à traiter, qu'on puisse s'adresser à eux, avoir des conseils de manière à se mettre en conformité, si nécessaire, avec la loi, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on appelle... Alors, je ne sais pas si y a un représentant du CNAPS ici. Lorsqu'on s'adresse souvent au CNAPS, en fait, on n'a personne au bout du fil et personne ne nous répond. Et l'entreprise qui a besoin d'un conseil ne l'obtient pas. Ça ressort assez régulièrement. Pour ma part, plus particulièrement au niveau de mon entreprise, effectivement, j'ai un dossier qui est au sein du CNAPS depuis 1 an et demi, qui n'a pas été traité. Je n'ai toujours aucune réponse. Et il y a aussi des disparités régionales selon... Alors après, en fonction, alors effectivement, il y a le CNAPS central qui est l'organe de gestion au niveau national, mais ensuite il y a les commissions locales d'agrément et de contrôle au niveau régional qui, elles, ont une latitude complète dans leur action, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centralisation de leurs décisions, ni des sanctions, ni de cohérence de sanctions prononcées envers les entreprises. Donc effectivement, on se retrouve avec des grosses disparités entre certaines CLAC qui se prononcent sur certains sujets avec un certain type de sanctions, et par exemple une autre CLAC d'une autre région qui, elle, ne va pas sanctionner pour le même motif. Donc effectivement, il y a un gros problème de cohérence au niveau de ces CLAC. Bon, le CNAPS n'est pas là pour répondre, on s'en excuse, c'est indépendant de notre volonté. Monsieur le préfet de Mazières, la réforme du CNAPS, par où il faut commencer? La réponse est peut-être un petit peu longue, alors... Il nous reste 5 minutes. Oui, mais comme je n'appartiens pas au CNAPS et que je ne le représente pas, s'agissant d'un établissement public, même s'il est rattaché au ministère de l'Intérieur, je ne vais pas répondre à sa place. Je vais donc être assez bref. C'est un établissement public chargé du contrôle et du conseil. Ce sont les textes qu'il prévoit. Il faut donc que le CNAPS dispose des moyens d'exercer ses missions le mieux possible. Et aujourd'hui, il y a effectivement des difficultés qui sont d'ailleurs des difficultés qui pourraient être considérablement accrues. C'est pas pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas agir, hein, si on élargit le champ du contrôle au titre du livre 6, comme l'a rappelé Guillaume Fard à l'instant. Donc il y aura évidemment, dans le cadre de l'ordonnance qui est en cours de concertation et d'écriture, il y aura évidemment des sujets relatifs à l'organisation
interne au fonctionnement et aux compétences du CNAPS, mais il faudra évidemment en parallèle travailler sur les moyens, d'abord les hommes, parce que l'effectif des contrôleurs est sans doute insuffisant aujourd'hui, et puis également sur les compétences, sur la formation de ces contrôleurs et d'une manière générale sur les moyens également financiers et techniques qui sont mis à sa disposition, par exemple pour moderniser le portail d'accès ou l'application Dracar que vous êtes nombreux à connaître. Cédric Paulin, je vous ai vu opiner du chef sur les contrôles et les contrôleurs. Pas que sur les contrôles et les contrôleurs, déjà sur les instructeurs et l'instruction même, puisque ça commence par là. Effectivement, on instruit, on contrôle et on conseille. C'est le métier du CNAPS. C'est les 3 métiers du CNAPS. Après, il y a effectivement l'ordonnance qui est bienvenue, qui est en cours de discussion, présentation. Côté GES, en fait, on a quelques axes pour lire l'ordonnance, savoir si on est, entre guillemets, d'accord ou pas. C'est des axes partagés avec le CDSE. C'est d'une part une accélération de la délivrance des différentes autorisations, une fluidification de la délivrance de ces autorisations. Et pour ce faire, il y a plusieurs moyens, et donc on verra justement en quoi l'ordonnance met en place ces moyens. Mais on ne les lira, ces moyens, que par rapport à cette finalité-là. La deuxième, c'est une lisibilité des contrôles sur le terrain et des sanctions, puisque effectivement, on observe des grandes disparités régionales sur tel manquement ou pas relevé et tel manquement ensuite ou pas sanctionné. Donc, il est toujours difficile pour une entreprise qui peut avoir plusieurs entités sur le territoire d'être sanctionné quelque part et pas sanctionné sur quelque part ailleurs. Et de là, cette lisibilité des contrôles, on veut avoir une sorte de doctrine. Qu'est-ce qu'il en est sur l'accueil? Qu'est-ce qu'il en est sur les coffres de voitures? Qu'est-ce qu'il en est sur, y compris les activités connexes en matière de sécurité incendie, puisqu'on y revient. Et ça, c'est nécessaire pour le secteur. Et le troisième point, c'est de conserver les professionnels d'une manière ou d'une autre dans les différentes instances du CNAPS. C'est-à-dire qu'il a été créé non pas comme de l'autorégulation, mais comme une régulation à la fois administrée et participative avec le secteur, puisque c'est quand même le secteur qui est aussi expert de son métier. Et il me semble en plus qu'il y a un certain nombre de commissions locales d'agrément et de contrôle qui sont tout à fait heureuses d'avoir en leur sein des experts, des chefs d'entreprise qui vont pouvoir expliquer quelquefois le fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est vraiment ces 3 prismes-là. On accélère les délais, on rend les contrôles beaucoup plus lisibles et prévisibles, peut-être avec la mission de conseil, et on maintient les professionnels au sein des différentes instances du CNAPS, si ces instances doivent être maintenues. On vous remercie beaucoup tous les 5. Il y aurait eu beaucoup de temps. Il aurait fallu beaucoup de temps pour parler également du cercle de confiance. Malheureusement, le temps nous est compté. Monsieur Roux de Bézieux pour le MEDEF vient d'arriver. On a, je crois, Alice Taureau, la députée, qui est dans la salle. Est-elle là? Et je crois qu'elle aurait souhaité dire un mot ou poser une question. Madame la députée, je vois vous lever. Le temps qu'elle se mette. Elle est prête. Elle est prête, on est absolument confus. Le combo boucle d'oreille masque, excusez-moi. Bien, bonjour à tous, je suis très heureuse d'avoir pu vous écouter et d'être avec vous aujourd'hui. Je vais pouvoir vous donner des éléments de réponse sur les différents sujets que vous avez abordés. Tout d'abord sur la question de la limitation de la sous-traitance. Ce que je voudrais, c'est vous expliquer aussi comment on a travaillé, comment on a réfléchi, comment on a tranché. Sur la limitation de la sous-traitance, il faut savoir déjà que limiter la sous-traitance dans le secteur privé, c'est une mesure dérogatoire du droit commun. Je le rappelle, le droit commun, c'est la liberté contractuelle dans le secteur privé. Donc déjà, c'est quelque chose qui est différent par rapport aux autres secteurs qu'on peut avoir dans le privé. C'est déjà donc une vraie avancée de pouvoir la limiter, cette sous-traitance.
Pourquoi 2 rangs? Déjà, c'est pas juste 2 rangs, c'est 1 rang, puis le 2e rang avec énormément de contraintes, hein, notamment une responsabilisation du donneur d'ordre, et puis c'est seulement dans certaines circonstances qu'on peut sous-traiter une 2e fois. Je vous invite sur ce point à relire le texte qui est vraiment précis. Mais pour être très clair sur la manière de rédiger cet article, il a fallu trouver un équilibre entre eh bien, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, et puis la nécessité eh bien, de limiter la sous-traitance dans un secteur qui le nécessitait pour que ça fonctionne bien et qu'on puisse travailler de manière partenariale avec la sécurité publique. Avec toujours aussi le risque de censure du Conseil constitutionnel que nous devons prendre en considération quand on vote des textes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cet équilibre que nous avons cherché, que nous avons trouvé, nous le pensons puisque le Conseil constitutionnel a validé intégralement cette disposition, et je crois que c'est une réelle avancée et que nous devrions collectivement nous en féliciter parce qu'on a travaillé ensemble cette disposition et que c'est une vraie avancée qui, je l'espère, portera ses fruits dans les prochaines années. Concernant la garantie financière, l'instauration d'une garantie financière, c'est un secret pour personne. Moi, j'y suis très favorable et nous l'avions proposé dans le rapport que nous avons rendu sur le continuum de sécurité avec Jean-Michel Fauvergue. Alors, pourquoi elle ne figure pas dans le texte? Déjà, vous dire qu'elle figurait dans la première version de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés et qu'elle a été supprimée dans la 2e version. Pourquoi? Parce que le texte, il a été débattu et il a été voté au moment, il faut s'en souvenir, du 2e confinement. C'était il y a à peu près 1 an. Et au même moment, à l'Assemblée nationale, nous avons voté des budgets pour soutenir les entreprises, pour les accompagner et pour pouvoir prévenir ce dont nous avions peur tous collectivement, c'est-à-dire d'une crise économique qui suivrait la crise sanitaire. Et je suis très heureuse aujourd'hui de voir que nous sommes au contraire dans une embellie économique et que le principal problème des entreprises dans votre secteur et dans d'autres secteurs, c'est le recrutement. Donc, en termes de période de vote du texte, nous ne pouvions pas instaurer un mécanisme qui visait à contraindre plus les entreprises. Ça aurait été complètement contradictoire avec ce qui a été fait à ce moment-là. On se replace à l'automne 2020, l'année dernière. Mais je l'espère, et moi je soutiens vraiment le fait que cette mesure puisse être dans un texte, dans le prochain texte peut-être sur la sécurité, parce que je crois que c'est une mesure qui est attendue et qui est nécessaire pour votre secteur. Je continue sur les enjeux de formation. Je ne suis pas le président de l'Assemblée, Madame la députée, mais je crois qu'on est un peu en retard. Est-ce qu'on peut vous demander de faire un tout petit peu plus court? Si vous le permettez, puisque j'ai été challengée sur ces différents sujets, j'aimerais pouvoir répondre. Sur la formation, vous l'avez dit, c'est en cours. Il y a une ordonnance qui est en train d'être rédigée. L'encre n'est pas encore sèche, mais on aura une ordonnance qui va sortir dans les semaines qui arrivent. Donc, sachez que le constat, nous le partageons. Et je voudrais souligner ici le rôle de la branche sur le contenu des formations. Sur l'organisation du CNAPS et son fonctionnement, le diagnostic est partagé. Il y a également une ordonnance qui est en cours de rédaction. Et je compte sur vous, puisque nous partageons le diagnostic sur les dysfonctionnements du CNAPS, pour pouvoir soutenir ensemble l'ordonnance qui va être proposée et puis accompagner évidemment sa mise en application. Un dernier point qui était sur la question de qui est-ce que nous devons intégrer au livre 6. Là encore, c'est de la méthodologie dont je voudrais parler. Parce qu'on parlait de la sécurité incendie. Qui aujourd'hui peut me donner un chiffre sur le nombre d'agents qui sont concernés? Personne. Nous avons dialogué avec pas mal d'interlocuteurs, personne n'a de chiffre. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on fait une étude d'impact pour savoir exactement quel secteur il faut intégrer au livre 6, notamment les professions de conseil. Vous avez parlé de l'installation de matériel électronique, les professions de conseil, la sécurité incendie. Et donc ici, il s'agit d'appliquer le principe de réalité, c'est-à-dire qui est-ce qu'on intègre, combien d'agents, pour pouvoir ensuite intégrer au livre 6 des professions de manière responsable et donner les moyens au CNAPS pour pouvoir suivre. De manière générale, ça sera mon mot de la fin, je vous remercie de m'avoir laissé la parole, pour vous dire que ce qui compte, au-delà de ces mesures qui sont des outils, c'est vraiment la vision que nous pouvons avoir ensemble, qui est de pouvoir aller vers ce continuum de sécurité que j'appelle de mes voeux et que nous appelons ensemble de nos voeux, de continuer à travailler ensemble et de créer surtout les conditions de la confiance. Et toutes les dispositions que vous avez évoquées ce matin et sur lesquelles j'ai le plaisir de vous répondre, elles ont pour objectif de pouvoir créer les conditions de la confiance entre le secteur de la sécurité publique et de la sécurité privée. J'arrête là, mais évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à d'autres questions s'il y en a. C'était le mot de la fin pour cette table ronde, mais vous aurez chacun eu évidemment l'occasion de vous faire votre avis, puisque chacun a pu s'exprimer, même avec un peu de frustration. Tout le monde n'a pas pu être dit.